On se souvient que le 11 octobre 2014, c'était la date de la manifestation de la place de Bordeaux, où nombre d'élus alsaciens s'étaient prononcés la main sur le cœur pour une Alsace éternelle et éternellement alsacienne. On a vu ce qui s'est passé par la suite. On a vu les revirements, pour ne pas employer d'autres termes, de différentes personnalités qui ne sont plus de ce monde politique. Je dis bien de ce monde politique. Une autre date qui nous paraît importante, on n'y est pas loin, c'est une date anniversaire aussi. Le 18 décembre dernier a été votée à la CEA une résolution, une forte résolution qui donnait, j'allais dire, pouvoir au président de la CEA de mener ce combat tout à fait officiellement pour travailler à la création d'une collectivité d'Alsace sortie du Grand Est. On peut regretter que cette annonce ou cette délibération n'ait pas été suffisamment portée durant toute l'année, mais cela étant, elle existe, c'est un acte juridique sur lequel beaucoup de choses peuvent se reposer. Donc nous avons travaillé à la rédaction de ce document que vous avez sous les yeux. Il a été fait par un groupe d'experts. Jean-Philippe va nous en parler tout de suite et je lui cède la parole sur l'environnement et sur la manière dont on a fait ce travail durant les 3-4 derniers mois. Bien, bonjour Bissam. Oui, alors, pour resituer le contexte même général, bon, il y avait cette manifestation il y a 10 ans. Beaucoup de temps est passé depuis, et à chaque fois, il y a eu des revirements, on avait des annonces, des ouvertures, après on claquait la porte au niveau national. Et finalement, le contexte est devenu vraiment chaotique. On avait vu qu'il n'y avait pas de gouvernement pendant des semaines et des semaines. Mais quand on a une situation qui est versatile comme ça, c'est peut-être aussi des opportunités. Ça nous donne peut-être le temps de réfléchir déjà, de combler des lacunes et des manques dans notre projet. Et il faut se saisir de toutes les opportunités qui peuvent arriver. Et aujourd'hui, si on fait peut-être une analyse économique de la situation, on voit que depuis quelques semaines, depuis que Michel Barnier est là, on a l'inquiétude de la crise des finances publiques. Okay. Donc on sait que le déficit va être supérieur à 5% du PIB en 2024, que la dette est supérieure à 110% du PIB. Et jusqu'à présent, c'était un peu différent parce qu'on était dans le quoi qu'il en coûte. Hein, de toute façon, on va sauver l'économie, on est prêt à dépenser à l'infini. Et ça, c'est quand même une donne qui est complètement nouvelle et qui va nous ouvrir peut-être des opportunités de réforme territoriale. Parce que vous avez peut-être vu mardi, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient mettre un coup de rabot via un fonds d'épargne de 5 milliards d'euros sur les collectivités. Donc dès qu'on cherche à économiser de l'argent public, forcément, ça va toucher d'une manière ou d'une autre les collectivités locales et donc le gouvernement va le faire. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait des problèmes financiers, on mettait des coups de rabot. On dit, on va vous réduire les dotations, mais sans jamais faire de réformes structurelles qui permettent d'améliorer la gestion publique. Et là, une nouvelle fois, on nous fait une annonce finalement de coup de rabot. Alors, nous, on ne peut pas en rester là, évidemment, et ça, c'est pas tenable à long terme. On voit, on fait ça depuis des années, on répète ces coups de rabot, et finalement, la situation ne fait qu'empirer. Donc, quand on est au pied du mur, à un moment donné, la situation plaide pour qu'il y ait quand même une réforme territoriale, et inévitablement, il y aura des nouvelles réformes territoriales qui vont venir. La dernière grande réforme, c'était la fusion des régions, qui devait justement permettre de redresser les comptes publics et faire des économies. Et aujourd'hui, on est dans une situation dramatique de comptes publics. Donc, ça illustre aussi l'échec de l'agrandissement des régions, finalement, ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a créé de la complexité. Et nous, le sens de notre projet, mais qui est le projet finalement qui s'inscrit dans une lignée historique en Alsace, de faire une collectivité territoriale unique, c'est justement déjà de supprimer une couche du millefeuille. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est le premier article dans le projet, c'est d'organiser la dissolution du Grand Est. Donc, tout ce qui est inutile, coûteux, inefficace, on l'enlève, à commencer par la région Grand Est, dont on transférera les compétences sur l'Alsace. Bon, là-dessus, c'est pas vraiment nouveau, mais on veut vraiment aller vers cette simplification. Alors,
vous allez me dire, oui, ça a déjà été écrit 50 fois par le passé. Il y a eu une proposition de loi, même deux en 2022, qui a été déposée par des députés, etc. On a nous-mêmes fait des textes au niveau des associations. Mais la nouveauté ici, je dirais que c'est de présenter un projet qui serait robuste et complet. C'est-à-dire presque une loi qu'on peut voter, mais qui est clé en main, qui est prête à être déposée. Donc ça, c'était un peu le sens du travail. Et c'est pour ça c'était Jacques qui avait eu l'idée de missionner des étudiants de Sciences Po pour aider à faire ce travail de rédaction article par article. Et c'est pour ça que vous avez un projet. Les anciennes PPL faisaient généralement quelques pages, moins de 10 pages. Et ici, c'est beaucoup plus étoffé parce qu'on règle un certain nombre de... En tout cas, on fait un certain nombre de propositions sur l'architecture de la collectivité, les modes de scrutin, les compétences. Donc, sur le plan juridique, on n'avait pas quelque chose d'aussi étoffé. Je vais vous donner un petit peu l'articulation de notre rencontre de ce matin. Je vais vous parler deux mots de l'anatomie du projet. Ensuite, quelles sont les innovations structurelles. Et là, Baptiste va bien sûr nous les développer. On va parler des compétences parce que il ne faut pas qu'on essuie le reproche de c'est un projet purement institutionnel, on règle des choses. Non, on parle de compétences. Et là, il y a un saut qui est fait également dans un certain nombre de domaines. Donc, il va nous en parler. Jean-Marie Verling va nous donner quelques précisions sur son domaine de prédilection qui n'est pas le droit local dans ce coup-là, mais la culture et le bilinguisme, ces choses-là. Ensuite, on parlera de quelle méthode pour réussir, comment on peut faire pour y arriver, et puis que faire du reste. Alors le reste, c'est le petit test, bien sûr. Reste, petit test, ça sonne bien. Moi, je trouve ça sonne très bien, quoi. Voilà. Donc de savoir comment ils peuvent vivre, comment ils peuvent s'organiser dans ça. Et puis ensuite, dernier point, et maintenant, que faisons-nous pour faire avancer notre projet, quoi. Alors, le premier point, l'anatomie du projet. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a réellement dans le ventre, ce projet? Ben, le premier objectif est la sortie de la région, de la CEA, de la région Grand Est. Mais toutefois, la sortie de la région, de retrouver une région simple serait absurde, puisque la CEA a déjà permis de fusionner les deux assemblées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et d'obtenir quelques compétences. Et nous étions, nous, au sein des associations, souvent très virulents pour dire que, quelque part, c'est un ersatz de quelque chose qu'on nous a donné. Ceci étant, il y a eu des compétences supplémentaires. Donc un retour en arrière n'est pas souhaitable, alors qu'il faut progresser vers une vraie maison Alsace. Voilà, construire cette maison Alsace avec des fondations, des murs, une charpente, un toit, et bien sûr avec un maître des lieux aussi. Hein. Ça sera pas moi, hein, rassurez-vous. Hein. J'ai passé l'âge d'être dictateur, comme disait une éminente personnalité. Ensuite, l'architecture institutionnelle de la CEA, elle n'est pas satisfaisante. Deux difficultés fondamentales doivent être surmontées. Un mode de scrutin émietté qui est obsolète. Il est obsolète, tout le monde, que ce soit au niveau local ou au niveau national, le mode de scrutin actuel sont obsolètes. Hein. Donc, il est surtout émietté, 40 cantons, qui ne permet pas de faire émerger une réelle identité politique intégrée. C'est un des grands reproches. Et aussi, d'autre part, une gouvernance qui aboutit à une procédure décisionnelle que j'appelle verrouillée. Le président de l'Assemblée d'Alsace est aussi le président de la CEA. C'est-à-dire, tout est confondu. Il est le chef de l'exécutif, il est le chef de l'Assemblée. Il y a des... Voilà. Donc, ça fait que, à un moment donné, tout remonte à lui, et peut-être à un moment donné, rien ne remonte à lui. C'est peut-être aussi ce qu'on entend quelquefois. Hein. Tout remonte, mais en fait, rien ne remonte, et les problèmes sont existants. Par ailleurs, l'Alsace a besoin de plus de compétences qu'une région de droit commun, notamment en matière d'économie, de transport, d'aménagement du territoire, d'enseignement, de culture et de services sociaux. L'État est appelé à lui transférer de nouvelles missions, c'est ça aussi un des sens de notre travail,
avec les ressources financières correspondantes. Pour mieux répondre aux aspirations de la population, plus de transparence, plus d'efficacité et plus de responsabilité. Voilà, donc c'est globalement ce que notre projet, la substance même de notre projet, c'est les grandes idées qu'il entend développer. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec Baptiste qui va nous parler des principales innovations structurelles. Très bien. Bonjour à tous. Alors, sur les innovations structurelles, je vais d'abord parler du mode de scrutin et ensuite de l'organisation de la nouvelle collectivité territoriale d'Alsace. Et après, on pourra revenir sur les différentes compétences. Alors, ce qui est intéressant de prime abord, c'est ce nouveau mode de scrutin, qui est un mode de scrutin mixte, qui va à la fois combiner un scrutin majoritaire uninominal dans les 40 circonscriptions, dans les 40 cantons de l'Alsace, et une seconde partie qui est le scrutin proportionnel de liste. Donc 40 premiers conseillers d'Alsace élus au scrutin majoritaire, 41 à la proportionnelle. Et finalement, ça a été décidé pour essayer de constituer un peu une synthèse du modèle français et du modèle allemand. Et ces deux scrutins sont à 2 tours, ce qui permet d'une part de constituer une majorité stable, mais aussi de respecter la diversité territoriale et les courants de pensée alsaciens, puisque on autorise la fusion des listes et les désistements réciproques. Pour ce qui est des organes de la nouvelle collectivité, l'innovation, c'est de distinguer l'Assemblée du Conseil exécutif. Alors, le Conseil exécutif, ce sera l'organe exécutif de la nouvelle collectivité. C'est le gouvernement, en fait. C'est ça, qui va diriger et mettre en œuvre les délibérations de l'Assemblée. Alors, à la tête du Conseil exécutif, on aura un président qui aura bien sûr des compétences réglementaires étendues et une légitimité forte, puisque de manière générale, il sera la tête de liste sur le scrutin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en différenciant la fonction exécutive de la fonction délibérative par l'Assemblée d'Alsace, on va pouvoir rentrer dans une logique de dialogue, de coopération parlementaire. Et on va avoir un triptyque entre le Conseil exécutif, le bureau de l'Assemblée et les commissions thématiques qui va permettre d'élaborer des mécanismes, on va dire, fluides et inclusifs, notamment la reconnaissance de l'opposition, le contrôle et l'évaluation. Enfin, tu as des choses à rajouter? Oui, peut-être. Il y aura le triptyque qui sera composé de quoi? De président de l'Assemblée avec son bureau. Ensuite, il y a le conseiller exécutif avec son président et son conseil exécutif qui est bien sûr qui est nommé par le président, mais qui peut demander un vote de confiance. Il peut demander le vote de confiance. On est comme presque à l'Assemblée nationale. Il peut le demander, il n'est pas obligé de demander. Et ensuite, les commissions thématiques au sein de l'Assemblée, quoi. Donc, c'est un réel travail de coopératif qui demande d'être mis en œuvre. Voilà. Et pour terminer sur cette organisation spécifique, nouvelle de la collectivité, c'est le fait que l'Assemblée et le Conseil exécutif vont pouvoir s'appuyer sur 2 instances consultatives. D'abord, le Conseil économique, social, environnemental et culturel d'Alsace, qui est divisé en 2 chambres. Une première chambre sur l'action économique, sociale et environnementale, et une seconde chambre sur le patrimoine, la langue et la culture. Les langues d'Alsace et la culture alsacienne. Donc cette première instance-là, donc le Conseil économique, social, environnemental et culturel, il a pour but de rassembler les acteurs économiques, associatifs, culturels d'Alsace, et sa composition sera fixée par l'Assemblée. Et le but ici, c'est de donner des avis consultatifs sur les grandes politiques publiques qui seront menées par la collectivité en lien avec les organisations professionnelles et les acteurs du monde associatif. Le deuxième organe consultatif, l'instance consultative, c'est le CPA, le Conseil des pays d'Alsace. Et ça, c'est intéressant parce que ça représente les EPCI, les groupements de communes, puisqu'on va avoir une nouvelle collectivité qui va avoir des compétences étendues,
à la fois les compétences régionales, les compétences départementales et des compétences dérogatoires, mais ils font un lien avec les échelons infra, notamment les communes. Et c'est pour ça que le CPA va être une instance où les groupements de communes, donc les EPCI vont dialoguer et vont pouvoir émettre des avis sur certaines des politiques publiques. Donc c'est bien l'idée aussi, à travers le CPA et ses organes, de donner réellement la place à l'émergence citoyenne, à ce que les gens se parlent, puissent se parler, aient des lieux pour causer et pour tenter d'influer, et le pouvoir exécutif au sein du conseil exécutif et les travaux de l'Assemblée à travers les commissions, quoi. Donc, on ne veut pas non plus créer une multitude de commissions, sachant que le Conseil des pays d'Alsace, le CPA, il travaille dans une ambiance, dans un mode de fonctionnement traditionnel d'un CPA, c'est-à-dire il travaille gratuitement, quoi. On va passer sur les compétences. Alors, petit propos liminaire. La nouvelle collectivité territoriale d'Alsace sera une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution. Et donc, elle va regrouper, comme je l'ai dit tout à l'heure, des compétences régionales et départementales de droit commun, plus un certain nombre de compétences dérogatoires qui sont développées dans les dispositions de la proposition de loi. Ces compétences dérogatoires-là, elles sont justifiées par les spécificités de l'Alsace, tant sur sa culture, son identité, sa géographie, son intégration dans l'espace rhénan. Et je vais passer en revue ces différentes compétences. Peut-être d'abord donner la parole à Jean-Marie sur l'éducation. Bien, comme cela vient d'être indiqué, une des caractéristiques de ce projet est de créer une collectivité à statut particulier. Pourquoi une collectivité à statut particulier? Parce que ni la collectivité européenne d'Alsace, qui a donc le statut d'un département, ni la région Grand Est n'ont de compétences dans un certain nombre de domaines. Donc, la révision des relations entre ces deux institutions, la sortie du Grand Est, ne résoudrait pas la nécessité de disposer de compétences dans un certain nombre de domaines. Alors, l'un d'entre eux est particulièrement important pour nous en Alsace, puisque nous avons une langue régionale, nous avons des spécificités culturelles, nous avons une histoire particulière, et tout ceci doit être pris en compte dans le domaine de l'éducation. De fait, ni l'institution régionale, ni l'institution départementale n'ont de compétences effectives dans le domaine de l'éducation. Il faut donc créer de telles compétences, et c'est ce que prévoit ce projet. Alors, ce projet prévoit en premier lieu qu'il sera possible d'aménager un certain nombre de dispositions nationales concernant l'éducation, notamment en matière de programmes, de formation des enseignants, de recrutement des enseignants. Donc la loi elle-même, la proposition de loi elle-même prévoit une possibilité d'aménagement de ces dispositions nationales pour prendre en compte cette problématique particulière de l'Alsace. Alors, cet aménagement sera confié à cette collectivité à statut particulier, évidemment en relation avec les instances de l'État et en dialogue avec elles, mais ce sera bien cette instance qui aura l'initiative de déterminer ces aménagements particuliers, notamment donc en matière de place de la langue régionale dans l'enseignement, de place de l'histoire, de prise en compte d'un certain nombre d'autres spécificités de notre collectivité. Par ailleurs, la loi reconnaît en quelque sorte un pouvoir d'organisation de la collectivité territoriale pour ce qui concerne la formation et le recrutement
des enseignants chargés de l'enseignement de la langue régionale, puisque, comme vous le savez, actuellement, nous sommes dans une situation où un certain nombre de programmes, de mécanismes, de modalités d'enseignement de la langue régionale sont prévus, mais on n'a pas les enseignants qualifiés et en nombre suffisant pour réaliser cet enseignement. La collectivité territoriale d'Alsace sera compétente pour définir un plan de développement de l'enseignement dans ces domaines particuliers, langue, histoire, etc. La compétence de la collectivité territoriale s'étendra également, je dirais s'étendra sur tous les niveaux d'enseignement, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Il est prévu aussi que la collectivité territoriale aura une compétence pour, en quelque sorte, insuffler une plus grande dimension régionale dans l'organisation universitaire, dans le respect, bien sûr, de l'autonomie des universités, par exemple avec des moyens qui lui permettront de favoriser la prise en compte par les universités d'Alsace d'un certain nombre de domaines, de travaux, de problématiques qui sont particuliers à l'Alsace. D'autres dispositions concernent la culture et les communications. Il est prévu que la collectivité d'Alsace aura les moyens, les compétences et les ressources pour développer une télévision et une radio authentiquement régionales et non plus simplement de vagues décrochages de programmes nationaux. Et la collectivité territoriale aura aussi une mission en quelque sorte de coordination, d'impulsion pour la prise en compte dans les compétences régionales des collectivités territoriales, des collectivités locales, des aspects qui sont spécifiques à la région, là encore bien sûr dans le respect de l'autonomie de ces collectivités. La nouvelle collectivité, nous voulions aussi qu'elle ait les moyens de définir ses grandes orientations en matière d'aménagement du territoire et de développement durable, dans une volonté d'une part d'approfondir la décentralisation, de renforcer l'efficacité des actions qui sont engagées et de simplifier administrativement les procédures. Donc la grande compétence de la nouvelle collectivité, c'est que l'Assemblée va pouvoir approuver un plan d'aménagement et de développement durable qui va fixer les grandes orientations fondamentales en termes de développement économique, en termes de développement culturel, développement touristique, et que ce plan d'aménagement-là constituera une base pour les autres documents d'urbanisme qui devront lui être compatibles. La deuxième, l'extension des compétences passe aussi sur les transports. La CTA sera héritière de la possibilité d'engager une taxation poids lourd qui est déjà la compétence de l'actuel CEA. Elle pourra aussi assurer la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des routes nationales qui auront été concédées ou du moins transférées par l'État. Et enfin, la collectivité sera compétente pour fixer un schéma transfrontalier des transports. Encore un axe, c'est celui du logement, puisque la nouvelle collectivité pourra fixer ses priorités en matière d'habitat social. Et enfin, le troisième grand bloc de compétences pour la nouvelle collectivité territoriale, ce sera l'économie, la planification économique et l'aide aux entreprises. Et là, on a un certain nombre de dispositions qui vont lui permettre d'agir, de développer sur le territoire alsacien de grands programmes, on va dire, communautaires. La première, c'est de pouvoir définir des nouveaux régimes d'aide d'État, qu'elles soient directes ou indirectes, bien sûr, dans le respect du droit communautaire, des engagements internationaux de la France et de la législation en vigueur. La deuxième, ce sera le fait que l'Alsace sera l'autorité de gestion des fonds structurels européens, qui aujourd'hui est dévolue à la région Grand Est. La compétence sur le tourisme aussi est assez importante, puisque on avait un enchevêtrement
de 2 agences, l'ART sur le Grand Est, Alsace Destination Tourisme pour le département. Nous prévoyons la suppression de l'ART et que la nouvelle CTA fixe les grandes orientations en matière de tourisme au travers d'une agence spécialisée unique. Et enfin, et je pense que ce sera tout pour les compétences, c'est le fait que la collectivité sera compétente pour fixer les grandes orientations en termes de développement agricole, rural, forestier. Et il est prévu par là que la collectivité dispose des forêts, du transfert des forêts qui appartenaient au domaine privé de l'État, qui seront transférées dans le patrimoine de la collectivité. Et j'oubliais juste une dernière compétence qui est quand même assez majeure, c'est la coopération transfrontalière. Bien sûr, dans l'héritage de la collectivité européenne d'Alsace, le but, c'est que cette nouvelle collectivité dispose de pouvoirs encore plus étendus pour pouvoir échanger avec ses partenaires de l'espace rhénan. Voilà pour moi. Je crois que je vais peut-être rebondir sur le point des forêts. Tout simplement, on peut imaginer, on peut se poser la question, pourquoi le transfert des forêts? Est-ce que c'est pas anecdotique de transférer les forêts? Nous, on a estimé que c'était un élément très important de l'Alsace, de son patrimoine forestier. D'une part, parce qu'il fait partie un peu de l'imaginaire alsacien, les forêts, la forêt de Haguenau, la forêt, ça fait vraiment partie de notre imaginaire. On voit tout ce que les forêts véhiculent aussi comme solidarité associative à travers les clubs vosgiens, quoi. Les clubs vosgiens, c'est très important d'en être propriétaire de ceux qu'on va défendre, le balisage de ces terrains. L'univers castral, on voit tout ce bâti castral, le transfert, il serait transféré à la collectivité européenne. Et puis les aspects économiques, tout simplement, parce que une forêt, ça peut ramener, si c'est bien géré, ça peut ramener de l'argent aussi, quoi. Voilà. Si c'est bien géré, dans le respect, bien sûr, de l'environnement et de tout ça. Voilà, donc merci pour les compétences. Il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, mais bon, on a compris que c'est les compétences de la CEA, les compétences d'une région et des compétences supplémentaires transférées de l'État. Quelle méthode pour réussir? C'est mon 6e point. On a choisi la proposition de loi aux parlementaires de la faire vivre. Nous allons leur transmettre le document et nous allons carrément leur demander de signer la proposition de loi ou de l'amender et de se l'approprier et de la faire prospérer au niveau du Parlement. Il y aurait bien sûr une autre voie possible qui, je veux dire, de toute façon, le contexte actuel est baigné d'incertitude. On baigne dans un univers d'incertitude politique, certes, mais on peut imaginer que des Alsaciens qui s'approprient ça, qui en font une priorité, peuvent peser dans certains débats à l'Assemblée en disant moi je vote à condition que vous m'aidiez pour faire prospérer, pour faire que ma loi Alsace vive. Donc tout est possible, on pourra jauger le courage de nos élus et on a beaucoup d'espoir, bien sûr, comme vous tous, en leur courage. Le projet sera mis en ligne sur le site du CPA. On invitera les gens à répondre aussi. On essaiera de mettre en place une plateforme d'échange, de réponses, de pouvoir les recueillir les informations. Voilà, donc nous avons beaucoup d'espoir en ça. Nous attendons que le monde associatif, toutes les associations, se montrent solidaires sur ce projet-là, qui est, comme dit, quand même un projet qui est peut-être le plus robuste qui a été présenté
ces derniers temps. Et donc, c'est peut-être une chance pour nous tous de le faire prospérer en mettant en sourdine peut-être quelques réticences, parce que ce projet, il est certes, j'imagine qu'il n'est pas parfait, quoi. Je veux dire, il est tout à fait possible d'être amélioré. On l'enverra aussi. Je salue la présence d'un conseiller d'Alsace en la personne de Michel Lorenz. Il sera envoyé à tous les conseillers d'Alsace aussi. Et nous avons demandé hier au président Bierry qu'on puisse le présenter officiellement dans une séance plénière du Conseil d'Alsace afin qu'il soit débattu. Voilà. Et bien sûr, adopté. Ça coule de source, quoi. Et donc, nous allons faire ce travail. C'est un travail qui va nous mobiliser. On compte sur le soutien, si je vois quelques personnes des associations, sur votre soutien des uns et des autres pour le faire prospérer. Donc, la parole est à l'Assemblée. Pardon, question d'un non-spécialiste. Quand vous dites les parlementaires, ça inclut les sénateurs. Sénateurs. Question pour être sûr. Est-ce qu'un sénateur pourrait reprendre cette proposition de loi ou est-ce que c'est uniquement l'Assemblée nationale? Monsieur le juriste, Robert, tu nous réponds. Bien sûr, tout parlement. C'est une proposition de loi. Et ça serait même assez logique que ce soit plutôt par le Sénat que ça commence, puisque le Sénat est en principe la chambre par laquelle passent les lois relatives aux collectivités locales. Voilà. Ceci dit, je parle en tant que spécialiste et pas au nom de quelques sénateurs que ce soit. Moi, je voudrais dire qu'au-delà de notre problème alsaco-alsacien, au-delà de la défense de l'Alsace, moi, je voudrais dire que je suis très fière que cet excellent travail ait été réalisé par des militants alsaciens, appuyés par la junior entreprise donc, de Sciences Po Strasbourg. Un breton, on peut le préciser. Un breton qui réside en Corse. Hein. Alors, ce qu'il me semble, c'est que cette proposition, elle est de nature, enfin, me semble-t-il, mais je suis peut-être idéaliste, à désembourber le processus de décentralisation magnifiquement initié par Gaston Defferre en 82. Ça, je trouve que c'est fondamental et je suis très fière de ça, justement, et que ça vienne de nous, les Alsaciens, qui sont toujours taxés d'identitaires, de repliés sur eux-mêmes, de défenseurs, de nombrilistes. Enfin, j'arrête là. Et je trouve que nous traçons de cette manière-là, enfin, c'est l'impression que ça me donne, dans le respect, une nouvelle voie et surtout une nouvelle espérance pour le pays. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Rien que pour ça, je remercie tous ceux qui ont œuvré, travaillé, qui ont eu l'idée et qui ont apporté leur expertise et leur sens de la chose publique pour ce travail. Et donc, on avancera là-dessus. Merci Catherine. Mais pour poursuivre de ce que tu dis, pour compléter, effectivement, je crois que dans l'exposé des motifs, on parle d'expérimentation, quoi. Donc, on peut rentrer dans ce schéma expérimental. Oui. Oui. Aussi pour l'organisation du document, vous avez, vous l'aurez vu, un sommaire, vous avez ensuite un exposé des motifs, et ensuite vous avez une synthèse, chacun ayant sa propre, personnalité, sa propre raison d'être, quoi. Un exposé des motifs, c'est pourquoi on le fait. La synthèse, on explique ce qu'on fait, et ensuite le corps du document, quoi. Et donc, c'est tout à fait dans la... Et là, Baptiste, il tenait à être très rigoureux sur la forme que le document devait être présenté, quoi. Voilà. Donc, moi, je ne peux que remercier. On était vraiment ravis avec ceux qui ont contribué, les experts, Robert, Jean-Marie et d'autres, de travailler avec Baptiste, avec... la jeunesse qu'il a insufflée
et le dynamisme et la vélocité aussi de maniement des outils, n'est-ce pas, informatiques qui quelquefois, moi, me surprennent. Hein, je veux dire, voilà. Et donc, on ne peut que te remercier, Baptiste, de cela. Pour te répondre, je vous remercie également. Ça a été un travail assez chronophage. On s'y est pris depuis cet été. Mais je pense que la force de cette proposition, c'est d'avoir pu échanger, d'avoir pu parfois confronter nos idées et d'aboutir sur une proposition de loi qui, somme toute, me paraît vraisemblable. Et comme le disait Catherine, qui, pour moi, va aussi dans le sens par la différenciation territoriale, peut-être d'un mouvement initiateur, d'un nouvel acte décentralisateur. Et je vous remercie pour ça, en tout cas.